Jawad Seyd, qui est interne des hôpitaux du Sénégal, DS en chirurgie thoracique et cardiovasculaire en deuxième année. J'ai l'honneur et le plaisir d'être le modérateur de cette séance qui va parler sur une des rubriques de Wilqaya Plus, comment choisir sa spécialité. Pour ce faire, donc, nous allons recevoir dans cette séance nos maîtres, à savoir respectivement Dr Adélis Kagame Mbega, spécialiste en ORL et chirurgie cervico-faciale, qui est en même temps ancien interne des hôpitaux. Nous allons recevoir aussi dans cette séance Dr Mehdi Esserkassi, DS en anesthésie et réanimation au sein de la prestigieuse université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous allons aussi recevoir Dr Yasmine Milego, qui est médecin urgentiste au SAMU, qui est en même temps détenteur d'un DU en médecine des catastrophes à l'université de Lorraine. Soyez les bienvenus, chers maîtres. Donc, pour bien se faire, cette séance va se dérouler en deux étapes. Une première étape qui va concerner donc, la rubrique où la parole va appartenir à nos panélistes. Ils vont avoir chacun un tour de rôle, donc 10 minutes, qui vont nous parler sur leur spécialité, pourquoi ils ont choisi cette spécialité, quels sont les avantages de cette spécialité, quels sont les défis de cette spécialité, et quels sont, et s'ils avaient le choix de revenir en arrière, est-ce qu'ils vont rechoisir cette spécialité-là. La deuxième rubrique, ça va concerner la rubrique de questions et réponses, qui est la rubrique la plus intéressante, j'ose dire, qui va donc avoir le privilège de laisser la parole à nos auditeurs de donner leurs questions dans la rubrique, deuxième rubrique, qui va aussi durer 30 minutes. Avant de donner la parole au responsable de cette séance, qui est responsable aussi de la formation au sein de Wilqaya Plus, pour donner le mot de fin. Donc, sans plus tarder, Dr Adélis Kagame Mbega, j'espère que vous êtes parmi nous. Oui. Bonsoir, Dr Adélis. Soyez les bienvenus. Donc, Dr Adélis, la spécialité ORL et chirurgie cervico-faciale, c'est une spécialité, mine de rien, qui n'est pas facile. C'est une spécialité qui demande la précision, qui demande aussi la technique chirurgicale, mais aussi la technique médicale, qui touche en même temps les oreilles, le nez, la gorge, la cavité buccale, la dentition, les os, etc. Donc, c'est une spécialité qui s'intéresse à une zone qui est assez étroite. Pouvez-vous nous partager votre parcours au sein de cette spécialité? Pouvez-vous nous dire les avantages de cette spécialité et aussi les défis auxquels vous avez eu à vous rencontrer, Dr Adélis? D'accord. Moi, c'est Adélis Kagame Mbega. Je suis chirurgien ORL et je suis spécialiste ORL, chirurgien ORL, ancien interne des hôpitaux de Ouagadougou. Avant que je peux dire que l'ORL, c'est une spécialité médico-chirurgicale, ou comme vous l'entendez, c'est otologie, qui fait allusion à l'oreille, et rhinologie, du nez, et puis laryngologie, le larynx. Je pense que le larynx est au niveau du cou. Et en même temps, c'est CCF, c'est chirurgie cervico-faciale, qui s'occupe de la chirurgie de la tête et du cou, surtout les parties molles. Si on part au niveau des os, ça devient la maxillofaciale. On peut dire que ces 4 ans, ils sont en train de l'amener à 5 ans. Oui, les pathologies les plus fréquemment rencontrées, on rencontre une panoplie de pathologies infectieuses, les otites, surtout chez l'enfant, les rhinites, les rhinopharyngites. Et traumatiques, on peut avoir les traumatismes faciaux si ça concerne le muscle. Si ça atteint l'os, on l'envoie à maxillo. Et les pathologies des traumatismes aussi cervicales par strangulation, pendaison. Il y a aussi les pathologies infectieuses, la papillomatose de la neige qu'on met souvent dans les pathologies tumorales. Il y a les pathologies allergiques, il y a beaucoup d'allergies aussi, les allergies des voies aérodigestives supérieures. Il y a les rhinites, les plus souvent, qui sont à 90% allergiques. On a aussi les corps étrangers qu'on rencontre aussi le plus souvent, des voies respiratoires inférieures, les corps étrangers œsophagiens, surtout chez les enfants.
mais il y en a aussi chez l'adulte. Les avantages de cette spécialité, c'est que déjà, si tu viens et que c'est ton choix, c'est que tu vas beaucoup aimer. Moi, c'était vraiment mon choix. Donc, si tu viens, tu vois déjà que tu arrives à sauver un enfant, parce que déjà, dans les couloirs de Algado, j'ai déjà eu à faire une trachéotomie chez un enfant qui a un corps étranger de voie respiratoire inférieure. Et elle avait une Disney Star 4. J'ai dû faire la trachéotomie même au couloir avant de continuer au bloc. Et voir déjà que tu arrives à sauver l'enfant, c'est déjà un ouf, quoi. Deuxièmement, il y a l'implantologie cochléaire qu'on ne fait pas d'abord à Ouaga. Et je pense que ça va venir. L'implantologie cochléaire, c'est donner de la chance à un enfant qui naît sourd. Il ne va pas devenir en fait un handicap pour la société. Tu fais l'intervention, l'enfant entendra. Je ne sais pas si c'est à Dakar, ils le font. À Ouaga, d'abord, ils ne le font pas d'abord. Ensuite, bon, il y a d'autres aussi qui regardent le but lucratif. C'est bien parce que il y a côté médical et le côté chirurgical. Côté médical, tu peux consulter. Côté chirurgical, tu peux opérer aussi pour avoir ton argent. Et en plus de ça, tu peux faire des examens complémentaires, tels que les PEA, les EA, les ATL. Bon, ATL, c'est audiométrie tonale luminaire. Bon, ce sont des examens qu'on fait, c'est plus spécialisé en ORL, que tu peux faire pour aussi avoir un peu de temps, bien sûr, tu veux ouvrir ta propre boîte. Les inconvénients, c'est comme ce que je vous ai dit. Surtout au pays, à Ouaga, il n'y a pas de matériel. Déjà, si tu veux faire l'implantologie cochléaire, on avait eu un financement de l'OMS qui prenait chaque année 5 enfants pour les amener au Maroc. Ou bien, je pense qu'au Mali, ils le font. Et ça peut atteindre entre 11 et 15 millions. Mais à Ouaga, d'abord, on ne peut pas le faire. Donc, c'est un handicap. Il y a, qu'est-ce que je veux dire encore? Le coût de certaines interventions aussi. Et il y a certaines interventions comme la papillomato-laryngée ou bien la papillomato-laryngée, je pense par exemple, il faut faire un vaccin, une vaccinothérapie par exemple aux enfants qui viennent avec la Disney. Et le coût d'une dose peut atteindre 150 à 200 000 francs. Pourtant, il faut 4 doses. Souvent, tu vois l'enfant qui est là tout le temps, chaque 2 mois, qui vient avec la Disney, tu ne peux rien faire parce que le parent n'a pas l'argent pour se faire la vaccination. Donc, je pense que c'est tout ça. Donc, à part ça, c'est une belle spécialité. Mais il ne faut pas se dire que ORL, je vais venir, c'est une pathologie médicale. Non. Quand vous allez venir, même, on va vous accueillir en disant même que c'est chirurgical. Médical, c'est vrai que vous allez consulter, mais c'est chirurgical. Vous allez plutôt rentrer au bloc. Vous avez beaucoup d'interventions chirurgicales. Il y a au bloc, vous allez arriver, vous allez faire des interventions. Bon, c'est pas trop lourd, mais des interventions aussi qui sont lourdes, comme la laryngectomie, qui peut vous prendre toute une journée. À part ça, je pense que j'ai beaucoup aimé et je ne regrette pas mon choix. Merci. Merci beaucoup, Dr Adélis. Moi, j'aimerais vous poser une question, Dr Adélis, pour pimenter le débat. S'il y a un de nos auditeurs qui veut faire l'ORL, qu'est-ce que vous allez lui dire pour qu'il puisse aimer l'ORL? Je voudrais l'encourager à venir d'abord. Et s'il vient, il verra que c'est très beau l'ORL. Oui. Surtout avec les enfants et les enfants autistes, ou bien tu arrives déjà à soigner un enfant ou à faire de telle sorte que l'enfant entende, tu te vois déjà bien comme un super Dieu, quoi. Je sais pas. Peut-être c'est parce que c'était ma vocation aussi. C'est vrai. Le côté humain, ça compte beaucoup. Merci beaucoup, Dr Adélis. J'aimerais aussi ajouter qu'en voyant les ORL opérer,
Souvent, on opère ORL et CTCV ensemble. C'était vraiment une opération de précision et c'est vraiment de haut de gamme. J'espère que dans cette séance, il y a des gens qui vont oser choisir l'ORL. C'est pas facile, mais c'est aussi passionnant. Merci beaucoup, docteur Adlis, pour ce témoignage. Donc, à présent, on va donner la parole à un de nos maîtres, docteur Mehdi Esselkassi. Docteur Mehdi, qui est DS en anesthésie et réanimation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Docteur Mehdi, pourquoi l'anesthésie et la réanimation? Ok. Alors, déjà, bonsoir tout le monde. Merci Youssou pour l'organisation de ce webinaire. Donc, premièrement, pourquoi l'anesthésie-réanimation? Je pense que pour les jeunes, je pensais adresser aux jeunes. Donc, par exemple, pour moi, j'ai toujours aimé les urgences depuis ma médecine, depuis ma 2e année. J'ai toujours aimé les urgences. Donc, je pense que initialement, pour qu'on puisse choisir une spécialité, il faut qu'on ait une idée sur la spécialité. Il faut la faire durant le cursus. Ça, c'est vraiment obligatoire. Au moins, tu sauras à quoi s'attendre. Donc, pour mon cas, depuis ma 2e année, on avait fait, je pense à l'UCAD, on avait fait un module d'urgence et depuis lors, j'ai vraiment été attiré par tout ce qui est urgent, par tout ce qui est vraiment vital. Et sur ce, je me suis dit, voilà, quand je finirai ma médecine, je pense que je vais adopter cette voie. Donc, c'était le cas. Et c'est le cas, c'est le côté réanimation de la spécialité. Donc, quand on parle de réanimation, on parle initialement de la réanimation, prise en charge des malades en réanimation, mais aussi on parle de la prise en charge des malades avant même qu'ils viennent en réanimation. Donc, tout ce qui est urgence, tout ce qui est sur le terrain, tout ce qui est préhospitalier. Donc, ça, c'est le côté réanimation de la spécialité. À savoir, c'est comme si tu faisais 2 spécialités différentes. Donc, tu as l'autre côté qui est l'anesthésie, donc qui est la prise en charge des malades au bloc opératoire pour une chirurgie, pour tout ce qui est simple et pour tout ce qui est compliqué, comme ce qu'on fait en CTCV, on ouvre des cœurs, on peut anesthésier pour une plaie, on peut anesthésier pour une greffe de cœur, donc pour voir vraiment l'importance de cette spécialité. Et tu peux réanimer un enfant comme tu peux réanimer un vieux de 100 ans. Donc voilà, franchement, c'est très polyvalent. C'est une spécialité qui demande beaucoup de patience et beaucoup de prudence aussi. C'est dès que tu commences la spécialité, tu vas ressentir une lourde responsabilité et il faut vraiment faire face. C'est pour ça, mais ça reste pour moi. Je sais qu'il y a d'autres gens qui sont, mais je pense que ça reste la première, ça reste la meilleure spécialité parce que déjà, de un, dès ta première année, tu es vraiment dans le terrain. Tu touches à la matière. Tu essayes de faire le mieux. C'est de l'auto-formation en même temps. Donc, il faut vraiment beaucoup lire. Il faut beaucoup, parce que c'est une spécialité où il y a vraiment des mises à jour au fur et à mesure. Ne serait-ce que dans l'anesthésie, il y a maintenant l'anesthésie loco-régionale, il y a l'anesthésie, c'est des sous-spécialités par la suite, soit l'anesthésie pédiatrique, l'anesthésie gériatrique, l'anesthésie du cœur, la neurochirurgie aussi. Donc tout ça, c'est vraiment tout un bloc de spécialités. Je pense qu'un anesthésiste réanimateur, c'est le seul médecin qui pourra vraiment toucher à tout. Il pourra comprendre un peu en neurologie, pourra comprendre en cardiologie. Il faut vraiment avoir beaucoup de bases en cardiologie. En pneumologie, tu mets des malades en ventilation, artificielle. Il faut savoir les adapter à la machine. En néphrologie, il y a l'insuffisance rénale en réanimation qu'il faut gérer. Tout ce qui est troubles hydroélectrolytiques, il faut gérer ça. Donc vraiment, c'est une spécialité très polyvalente, très captivante. Donc c'est un mix de tout et tu chapeautes vraiment tout le reste. Donc, soit quand le cardiologue il est embêté, il n'a qu'un seul choix, c'est appeler le réanimateur. Si c'est un néphrologue aussi qui est embêté, il va t'appeler. Donc voilà, il faut vraiment avoir du cœur, il faut avoir vraiment beaucoup de patience, il faut beaucoup lire, mais il faut savoir l'autre côté de la spécialité, c'est une spécialité très prenante. Ça va vraiment impacter sur ta vie sociale, ça va jouer sur ton moral. Tu auras des hauts, tu auras des bas.
voilà, tu vas perdre des malades, mais en contrepartie, tu vas en sauver d'autres. C'est une spécialité où tu vas voir beaucoup de bonnes choses et en même temps, tu vas perdre des malades pour n'importe quoi. Tu vas voir des jeunes partir en réanimation. Donc, c'est vraiment assez impactant côté psychique. Il faut avoir vraiment un bon moral. Il faut, comme on le dit souvent, la réanimation, c'est le dernier passage. C'est vraiment entre la mort et la vie. Donc, il faut pas trop s'attacher à tout ce qui est dans l'hôpital. Donc vraiment, c'est des conseils, je dis ça pour les gens qui sont intéressés par cette spécialité. Il faut savoir que c'est une spécialité que, comme je l'ai dit, ton mode de vie va vraiment changer. Tu auras moins de temps pour toi-même, tu auras moins de temps pour la famille, mais en même temps, tu te sacrifies pour les gens, pour les autres. C'est une spécialité, comme je le dis aussi, qui peut attirer les gens par son côté financier. C'est une spécialité avec laquelle je pense les études, ils ont vraiment tranché qu'avec l'anesthésie, patati patata, tu peux te faire beaucoup d'argent. Certes, mais il faut pas vraiment voir ce côté. Il faut vraiment voir l'autre côté où c'est vraiment, euh, tu deviens plus humain que quand tu fais la réanimation. Donc, il faut vraiment savoir c'est ce côté qui est vraiment très impactant avant de vraiment prendre avant de choisir, il faut savoir que voilà, il y aura beaucoup de sacrifices à faire. Voilà. Du coup, Merci. voilà, c'est ça. Et Merci, merci ouais. beaucoup à Dr Mahdi. Je ne sais pas si c'est la meilleure ou pas, mais je sais que c'est une spécialité qui est transversale et qui est assez complexe. Docteur Ah Mahdi, oui. j'ai une question qui me tourmente beaucoup. J'ai vu dans une étude qui dit que la plupart des anesthésistes et réanimateurs, c'est les médecins qui meurent le plus jeune possible. Comment vous faites pour gérer tout ce stress des décès brutaux, cette prise en charge urgente? Comment vous faites pour gérer le stress? C'est comme j'ai dit, il faut avoir un moral très fort et ça s'apprend. Tu auras l'habitude au fur et à mesure d'avoir des décès. Première année, tu seras plus choqué que maintenant. Moi, je suis en fin de spécialité. Il faut vraiment avoir la foi. Il faut vraiment il faut pas avoir beaucoup de remords parce qu'à la fin, tu te dis que tu as fait ce que tu pouvais faire, mais voilà, les choses ont décidé autrement. C'est comme j'ai dit, il faut avoir un bon entourage, il faut vraiment il faut avoir des gens derrière pour le soutien, surtout psychique. Il faut aussi se donner du temps à soi. Il faut vraiment faire beaucoup d'activités, essayer de faire beaucoup de sport. Il faut pas se laisser faire avec les gardes. Je pense que voilà, la consommation de caféine aussi peut jouer sur tout ça. Les anesthésistes, c'est vrai que c'est stressant, mais vraiment c'est juste une gestion. C'est une gestion de temps. Il faut vraiment gérer le temps d'une manière où tu pourras avoir une fenêtre pour toi, où tu pourras faire tes loisirs ouais, et c'est ça qui va te permettre à évacuer tout ce qui est stressant. Donc voilà, chacun a ses loisirs, chacun a ses méthodes pour voilà sortir le stress. Donc voilà, c'est ça. D'accord, docteur Mehdi. Avant de donner la parole à docteur Yasmine, donc je précise que toute personne qui a des questions, il peut poser dans le rubrique chat. Docteur Mehdi, avant de vous laisser partir, j'ai une question. Quels sont les défis de cette spécialité? Les défis de la spécialité, donc c'est déjà une spécialité. Le défi c'est la lourde responsabilité que tu prends en charge. Tu peux endormir des gens, avoir des difficultés à les endormir, avoir des difficultés à les intuber. Et voilà, c'est vraiment des précautions à prendre à l'avance. Donc, il faut vraiment, au bloc opératoire, il faut s'attendre à tout. Donc, voilà, c'est un des défis. Aussi en réanimation, c'est le prescripteur, c'est tout ce que toi, tu commandes qui va jouer un rôle sur le pronostic du malade. Donc, tu as vraiment une responsabilité derrière, ça fait un défi aussi. Le défi de ton mode de vie qui est un peu, qui va être alterné par cette spécialité. Donc c'est un défi, ouais, je redis, c'est un défi aussi psychique. Et voilà, c'est ça, je pense, c'est les défis qui peuvent aussi. Il faut vraiment aimer. Je pense qu'il faut vraiment la faire. Comme j'ai dit aux jeunes, il faut vraiment essayer de faire, ne serait-ce que 2 mois de passage, soit en réanimation, soit au bloc opératoire,
pour avoir une idée sur la spécialité. Peu importe, c'est pas que pour l'anesthésie. Je pense que pour chacun qui est vraiment intéressé par, peu importe la spécialité, il faut qu'il y ait un passage dans le cursus de médecine pour au moins, ne serait-ce que avoir une idée sur la spécialité. Donc voilà. Merci beaucoup à Dr Mehdi qui est revenu sur la transversalité de cette spécialité, sur les défis de cette spécialité. Merci beaucoup. Alors Youssou, tu m'as pas posé la question pourquoi l'anesthésie-rien? Oui, pourquoi l'anesthésie, Dr Mehdi? Donc, je sais pas si vous voyez dans les films, parfois on demande, ou bien même dans la réalité, dans la vraie vie, ne serait-ce dans un avion, on peut avoir une urgence et demander s'il y a un médecin dans l'avion. Je suppose un ORL, c'est un peu un dermatologue non plus, mais un réanimateur, si on demande si vraiment il y a un médecin, il va se lever. Et je pense qu'il y aura une question de l'urgence. Donc voilà. Et vous pouvez être sollicité partout, même en vrai, dans la vraie vie. Et vous pouvez gérer vraiment peu importe le cas, parce que vous avez l'habitude à l'hôpital à gérer des arrêts cardiaques, à les récupérer. Donc voilà pourquoi la réanimation. Je pense que l'anesthésie-réanimation, je pense que c'est une phrase qui peut impacter beaucoup de jeunes. Donc voilà, c'est ça. C'est vrai. Mais même les ORL peuvent faire des trachéotomies d'urgence. Ah, comme quoi. Donc, il y a un bouchon de cérumen, ouais. Exactement. Donc, à présent, on va donner la parole à une de nos maîtres, docteur Yasmine Milogo. Docteur Yasmine, quand je préparais cette conférence, je me suis dit, une dame qui fait la médecine des catastrophes, quel courage. Docteur Yasmine, elle est en même temps médecin urgentiste et aussi médecin des catastrophes. Docteur Yasmine, vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, par où vous êtes passé, où est-ce que vous avez pris ces goûts des aventures et pourquoi ce courage? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Merci en tout cas pour l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir discuter avec vous ce soir. Alors, c'est vrai que d'emblée, quand on dit médecine d'urgence et médecine de catastrophe pour une femme, ça fait waouh. Mais je pense que c'est vraiment une continuité dans les choix que j'ai faits. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé l'adrénaline. Voilà. C'est vraiment le fait de pouvoir soulager un patient en posant un geste. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur depuis le début, en fait, de mes études médicales. Penser le passage aux urgences, les patients en détresse. Et là, tu vois un médecin qui arrive, qui pose un geste. Et là, tout de suite, le malade, il est soulagé. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Donc, ça, c'est un peu le volet urgence, on va dire. Concernant le volet catastrophe, c'est quelque chose, en fait, qui était intégré dans ma formation de médecin urgentiste. On l'a juste bossé un peu. Mais je peux dire qu'au décours de ce cours-là, j'ai vu vraiment l'importance que la médecine de catastrophe peut avoir vraiment dans une société. Comme on le dit, en médecine de catastrophe, l'organisation prime sur les soins. Ce n'est pas tant la qualité des soins que vous allez prodiguer, en fait, aux afflux, enfin, aux patients qui viennent par masse, mais c'est l'organisation que vous pourrez mettre en place pour pouvoir sauver, en fait, le maximum. Donc, qu'est-ce que je peux dire concernant, en fait, ces choix, on va dire, un peu audacieux, pour une femme surtout. Mais bon, c'est vraiment quelque chose que j'aime, que j'adore. Donc, à proprement parler maintenant de la médecine d'urgence, je peux dire qu'il y a différents facteurs, en fait, qui ont influé, en tout cas, mon choix. Comme je disais, c'est de pouvoir sauver une vie. Voilà. Donc, que ce soit en pré-hospitalier ou bien en intra-hospitalier, un médecin urgentiste, c'est quelqu'un qui est au contact direct du malade. Quand vous arrivez, c'est lui qui vous reçoit en premier normalement, qui est censé en tout cas lever l'urgence, ce qui permet de prolonger en fait vos chances de survie. Voilà, il y a plein d'études qui disent en fait le taux de décès avec le retard de prise en charge. Donc moi c'est quelque chose en tout cas, enfin c'est un facteur sur lequel je peux influer par ma présence, par les gestes que je peux poser, voilà. Donc, premièrement, c'est surtout ça. Deuxièmement, comme je disais, c'est soulager vraiment la souffrance. Au-delà du fait de récupérer, par exemple, un cœur qui était en arrêt, voilà. Il y a le fait de pouvoir soulager un patient de sa douleur. C'est une récompense, en fait, qui ne se mesure pas. Voilà. Merci, docteur. Franchement,
parce que tu as pu lui administrer l'antalgique qu'il faut, parce que tu as pu un préhospitalier placer une attelle, tu as pu l'immobiliser comme il faut, ce qui réduit considérablement sa douleur. Franchement, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, on va dire. Également, il y a la polyvalence. Comme le collègue le disait tout à l'heure, c'est la médecine d'urgence, il faut vraiment être polyvalent. Voilà. Donc, vous touchez un peu à tout parce que euh, le système des urgences actuelles, c'est des urgences polyvalentes. C'est vrai que dans nos pays, on est toujours dans le système urgence médicale, urgence chirurgicale, gynéco, mais on est plus en train d'aller vers en fait des urgences polyvalentes. Et en tant que médecin urgentiste, on se doit en tout cas d'avoir des connaissances dans les divers domaines qui peuvent se présenter en tout cas à nous. Voilà. Euh, donc, il y a également, on va dire, l'environnement varié. Le médecin urgentiste, c'est pas quelqu'un qui va vous recevoir derrière son bureau, qui va faire un interrogatoire poussé, voilà, depuis 2 mois ça a commencé. Non, c'est quelqu'un qui ira d'abord vers le malade, surtout dans le pré-hospitalier, qui va découvrir le malade dans son environnement, qui va recevoir le malade dans des conditions qui sont pas du tout optimales, à la différence des autres spécialités qui reçoivent des malades très stables. Le médecin urgentiste prend le malade comme il vient et c'est à lui de le stabiliser, en fait, pour ensuite le transférer au spécialiste d'organes. Donc, ce sont ces quelques éléments, en tout cas, qui ont, on va dire, motivé mes choix. Voilà, pour faire médecine de catastrophe, médecine d'urgence et surtout avec le SAMU qui est mis en place au Burkina, mon pays. Franchement, je me retrouve, on va dire, dans mon élément. Donc, Merci. voici un peu. D'accord. Merci beaucoup à Dr Yasmine. Dr Yasmine, quels sont les défis de cette spécialité? Quels sont les véritables problèmes auxquels vous avez eu à faire face dès que vous avez fini votre spécialité et vous êtes sur le terrain? Donc, bon, on va pas se voiler la face. Comme toutes les spécialités, la médecine d'urgence doit faire face à de nombreux défis. Déjà, il y a les équipements. Voilà, tant les équipements pour le pré-hospitalier que les équipements pour l'intra-hospitalier. Parce que le tout, c'est pas d'aller stabiliser un malade en extra-hospitalier, c'est de pouvoir l'amener dans une structure qui répond en fait à ses besoins en termes de prise en charge. Donc, bon, on connaît tous l'état de nos hôpitaux, les urgences sont surchargées, il n'y a pas de place en réanimation, c'est compliqué. Ce qui fait que même si vous avez une prise en charge optimale dans le pré-hospitalier, une fois que vous arrivez à l'hôpital, c'est souvent délicat de pouvoir poursuivre votre prise en charge initiale. Donc, c'est ça surtout la grosse difficulté. Et puis bon, il y a les contraintes aussi, les contraintes horaires. C'est une spécialité qui est très prenante. C'est vrai qu'on essaie vraiment de faire le maximum de programmes, enfin, d'aménager le programme pour que chacun puisse conserver un semblant de vie de famille, mais c'est une spécialité qui est assez prenante. Donc, il faut accepter en fait de faire le sacrifice, on va dire, pendant un certain temps, avant de pouvoir, si la formation avance, si vous avez plus de médecins urgentistes, plus de gens qui peuvent gérer les patients, ça vous dégage en fait un peu plus de temps pour vous. Donc, les principaux défis, c'est essentiellement ça que moi je rencontre en tout cas dans ma pratique quotidienne. Merci beaucoup, docteur Yasmine. Comme l'a dit l'auteur, les murs des hôpitaux ont entendu des merci et des prières plus sincères que les murs des mosquées et des églises. C'est la chose qui vous a plus marqué dans votre parcours. Merci beaucoup. Donc, avant de donner la parole à la public, au public pour pouvoir poser des questions, j'aimerais vous poser une question à nos panélistes à tour de rôle. Quels sont les prérequis pour accéder à vos spécialités? Nous allons commencer par Dr Yasmine. Dr Yasmine, quelles sont les spécialités qu'il faut à nos jeunes frères qui sont dans cette séance pour accéder à la médecine d'urgence et la médecine de catastrophe? D'accord, merci pour la parole encore. Il faut dire qu'en médecine d'urgence, il n'y a pas vraiment de prérequis en tant que tel. Déjà, il faut aimer ce qu'on fait. Je pense que c'est en fait 80% du boulot. Quand on aime ce qu'on fait, les difficultés s'envolent. C'est vrai que c'est une spécialité dans la formation qui est très prenante, dans la pratique qui est très prenante, mais à partir du moment où on aime ce qu'on fait, on arrive vraiment à surmonter ces obstacles. Bien sûr, c'est pas parce que on aime qu'on ne fera rien. Pour vraiment faire une formation continue, se mettre constamment à jour des nouvelles recommandations, parce que c'est un domaine qui bouge énormément.
voilà, les recommandations de 2024 ne sont pas celles de 2025. Donc, il y a ce besoin vraiment de formation continue en médecine d'urgence qui est très, 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 très important. Voilà. Donc, les prérequis, c'est vraiment l'amour de ce qu'on fait, accepter vraiment de se sacrifier pour être le meilleur dans son domaine. C'est essentiellement ça. Sinon, tout le monde, normalement, peut faire médecine d'urgence pour peu qu'on aime ce qu'on fait. Merci beaucoup. Pour finir, j'ai une question qui est un peu titillante. Combien ça gagne un médecin urgentiste en chiffres vrais? Bon, ce sera un peu compliqué de vous donner un chiffre exact parce que nous, on fonctionne en fait au Burkina, la FPH. Donc, c'est une rémunération qui fluctue en fonction du nombre de gardes que tu fais. Mais sinon, on a à peu près le même salaire que les autres spécialités. Sinon même, on a un peu plus parce que on n'est pas nombreux. Du coup, on a plus de gardes, ce qui fait que le salaire monte un peu plus facilement chez les médecins urgentistes. C'est les gardes vraiment qui gonflent le salaire là-bas. D'accord, on va jamais dire les chiffres vrais. D'accord, merci beaucoup à Dr Yasmine. Je vous en À prie. présent, on va revenir à Dr Mehdi. Mehdi, quels sont les prérequis pour pouvoir accéder à cette spécialité? Les prérequis, c'est vraiment il n'y a pas vraiment de prérequis très précis pour accéder à la spécialité. C'est comme toutes les autres spécialités. Mais je pense que le prérequis, c'est vraiment être attiré par les urgences, par tout ce qui est urgence, attiré par le côté anesthésique aussi dans le bloc opératoire. Savoir avoir une bonne médecine, une bonne base de médecine. Je pense que tous les auditeurs sont voilà, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de prérequis précis. Avoir le moral, comme j'ai dit, je pense que c'est le seul prérequis, c'est avoir vraiment cette envie de faire la spécialité, avoir vraiment ce moral pour faire l'anesthésie-réanimation et s'attendre à avoir beaucoup de gardes. Vraiment, c'est un roulement de 4, de 5 par service. Et avoir aussi le prérequis de faire face aux chirurgiens, comme toi, Dr Youssou, de bien gérer tout ce qui est pression, ne serait-ce par les chirurgiens et par tous les autres médecins de l'hôpital. Donc voilà. Ok. J'ai reçu le cours, c'est pas grave. Donc, merci beaucoup à Dr Ok. Mehdi. À présent, on va revenir à notre cher maître, Dr Adélis. C'est vrai que vous êtes passé par la voie royale, par l'internat, mais j'aimerais poser cette question qui est celle de quels sont les prérequis pour avoir accès à cette spécialité. Les prérequis, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Bon, pour les prérequis, c'est comme ce que les autres ont dit. Il faut avoir l'amour de l'ORL, quelques bases de la médecine, mais aussi, comme c'est une discipline chirurgicale, il faut au moins connaître, savoir faire les points de suture, les différents points de suture et tout ça. Parce que quand tu vas venir, ils ne vont pas revenir sur ça. Quand on va te donner un malade qui a une plaie cervicale, ils ne vont pas revenir sur ça en disant que comment t'apprendre à faire le point de suture. Non. Il faut connaître déjà comment faire les points de suture, renverser, tout ça, connaître les différents points de suture et c'est tout. Je pense que tout le monde peut faire l'ORL. D'accord, Dr Adélis. Un ORL, ça gagne combien, par exemple? Ah, ça dépend. Ça dépend. C'est comme le collègue Dr Yasmine l'a dit. Ça dépend, par exemple, pour ceux qui ont intégré l'État, c'est différent que ceux qui travaillent aussi pour le privé, c'est très différent. Ça va aller. D'accord, je ne m'attendais pas à une réponse claire. De toute façon, c'est pas grave. Docteur Adélis, donc, quand vous êtes un peu pris, on va passer à une question qui vous intéresse dans cette chat. C'est une personne qui nous a interpellé sur la question quel est le programme de la spécialité en ORL au Burkina. Il demande aussi si les 4 ans de la spécialité se font toutes les 4 ans en place ou il y a des déplacements à faire. Il demande aussi les modalités pour pouvoir accéder à cette spécialité au Burkina. Est-ce que c'est par concours ou pas? Et quel est le coût de la spécialité? D'accord. La première question, c'est le programme. Le programme, c'est comme c'est ORL. Au Burkina, ils ont divisé ça en 3 parties. Une année
prenez une année pour faire l'otologie seulement. Une année, c'est otologie. La deuxième année, c'est rhinologie. La troisième année, c'est laryngologie. Et on prend les chapitres de chirurgie cervico-faciale et on divise aussi par 3. Maintenant, la dernière année, la quatrième année, c'est une année où vous le faites à l'extérieur. Ça dépendra de vous. Si vous voulez, vous pouvez le faire au Maghreb ou bien vous pouvez aussi appliquer pour le DFMS et puis partir faire ça en France. Maintenant, la troisième question, s'il vous plaît, c'est, je n'ai pas pu noter. Les modalités pour accéder à la formation ORL. Oui, c'est le concours d'internat. Vous pouvez faire ça, passer par le concours d'internat. Il y a les médecins aussi qui travaillent, par exemple, intégrer la fonction publique. Je pense qu'ils font un concours aussi pour y accéder. Et c'est par ordre de mérite. Et il y a aussi à titre privé. Tu peux venir au Burkina Faso, ils font un concours en octobre, non, pour recruter ceux qui veulent intégrer à titre privé. Maintenant, le coût de la spécialité, je pense que ça doit être partout 500 000 francs, non, je pense. Toutes les autres spécialités, je pense, par année. Merci beaucoup à Dr Adélis pour ces éléments de réponse. Donc, à présent, il y a aussi une question qui est similaire qui est adressée à Dr Mehdi, c'est la même personne qui nous a interpellé dans le rubrique chat. Il demande aussi quel est le programme en chirurgie, tellement j'aime la chirurgie, j'ai dit chirurgie partout, désolé. Donc, j'ai dit que quel est le programme pour le DSA en réanimation anesthésie, quel est le mode de recrutement, les coûts de la spécialité et s'il y a un concours pour pouvoir y accéder ou pas. Ok, merci Youssou pour la parole. Donc voilà, pour le programme, c'est une spécialité que c'est sur 4 ans, donc c'est 4 ans d'études. Et la première année, c'est plutôt tout ce qui est base pharmacologique, physiologie, gestion de la douleur et l'anesthésie générale avec l'anesthésie loco-régionale et aussi un peu d'urgence, tout ce qui est prise en charge des urgences. Et pour la deuxième année, c'est plus approfondi, l'anesthésie hépatogastrique, la neuroanesthésie, l'anesthésie cardiaque. Donc, c'est des modules différents par rapport aux organes, donc et aux impératifs aussi de l'anesthésie dans chaque rubrique. Et les modules s'étalent sur 3 ans. Et la dernière année, c'est là où tu fais un stage rural de 6 mois. Et voilà, tu fais un stage rural de 6 mois. Donc, c'est 3 ans et demi de stage hospitalier et un stage de 6 mois en zone rurale. Maintenant, pour le mode de recrutement, il y a 2 modes, je pense, ici au Sénégal. Il y a soit tu es recruté par l'État, sinon par l'hôpital, sinon tu es vraiment, tu pars en libéral. Maintenant, le coût de la formation pour les étrangers ici à l'université Cheikh Anta Diop, ça tourne aux alentours de 650 000 francs CFA par année. Et s'il y a un concours, oui, il y a un concours d'accès qui se passe au début de chaque année vers le mois de janvier, si je me trompe pas. Et normalement, c'est en 2 temps, une épreuve écrite et une autre orale. Mais ça dépend de la disponibilité des professeurs. Par exemple, les 3 dernières années, c'était plutôt une épreuve écrite. Et voilà, ils font étude de dossier et sur ce, ils te convoquent pour le concours. Et est-ce possible de le passer à distance? Non, je ne pense pas. C'était en présentiel ouais, je pense que c'est plutôt présentiel. Il faut se déplacer pour le concours. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup à Mehdi pour les éléments de réponse. Je précise encore, donc pour toute personne souhaitant poser une question, il peut écrire dans le rubrique chat. À présent, je vais titiller encore Dr Yasmine en vous posant la même question. Quels sont les programmes en médecine d'urgence? Est-ce que ces 4 ans-là, on les fait sur place? Quelles sont les modalités pour pouvoir y accéder? Est-ce qu'il y a un concours? Quel est le coût de cette formation? Et quels sont les horaires aussi d'un spécialiste en médecine d'urgence? D'accord, merci pour la parole. Excusez-moi.
Mais le programme est structuré en fait comme suit. En première année, vous allez faire un peu tout ce qui est urgence médicale, urgence chirurgicale et la réanimation. En deuxième année, ce sera les urgences pédiatriques, la gynéco. La troisième année, c'est le stage rural. Vous allez rentrer à l'intérieur du pays pour voir un peu comment les gens arrivent en tout cas à travailler avec le minimum avant que ça n'arrive en CHU. Et la quatrième année est dédiée vraiment au stage à l'extérieur. Je pense que c'est un point important dans la formation d'urgentiste parce que nos plateaux techniques ne sont pas forcément les plus avancés. Du coup, c'est toujours bien de, de jeter un coup d'œil dehors pour voir un peu ce qui se passe et comment les gens arrivent à travailler avec la pointe de la technologie, on va dire. Donc, c'est un peu comme ça que le programme est structuré. En ce qui concerne les coûts de formation, pour les étudiants internationaux, je pense que c'est autour de 750 000 et les nationaux burkinabés, c'est 500 000 francs. Et la formation se fait à Bobo-Dioulasso, qui est la deuxième ville du pays. Pour accéder à la formation, il faut faire des probatoires ou bien passer par l'État qui va organiser un concours et ça se fera aussi par ordre de mérite. Donc, ceux qui désirent faire médecine d'urgence, s'ils sont bien placés, ils pourront s'inscrire en médecine d'urgence et suivre la formation. C'est 4 années de formation en gros. Mais bon, c'est grosso modo 5 ans parce que les gens ont tendance à faire environ 2 ans en France avant de rentrer. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup à Dr Yasmine. Il y a une question aussi qui est similaire qui parle de la médecine de catastrophe. Si vous pouvez revenir sur les modalités, les coûts de la médecine de catastrophe. Alors, la médecine de catastrophe, c'est un peu particulier parce que on ne la fait pas vraiment au pays. Comme je disais, il y a un module introductif là-dessus, dans la formation des médecins et urgentistes au pays. Vraiment, j'ai vraiment fait la formation à proprement parler en France. Voilà, c'est sous forme de DIU. Il y a plusieurs villes qui proposent plusieurs types de DIU. Moi, j'ai fait celui de Nancy. C'est organisé en sessions, 3 sessions dans l'année, avec des séances pratiques, des mises en situation, des rétextes. Vraiment, c'est pratico-pratique, comme on va dire. Et du coup, de la formation, c'est à peu près 3 000 euros. 3 000 euros sans les frais de logement parce qu'il faut vous déplacer, en fait. C'est en présentiel. Il faut vous déplacer, il faut loger là-bas pendant les 1 semaine de cours, de formation, d'activité. Donc, en gros, 3 000 euros sans les frais annexes. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup encore une fois à Dr Yasmine, à Dr Mehdi, en même temps à Dr Adélis pour ces éléments de réponse. Donc, si toutefois il n'y a pas de questions dans le rubrique chat, à ce que je vois, des nouvelles questions, il y a une question qui vient de nous poser. Donc, ils disent, j'aimerais savoir, Dr Mehdi, pour les points en commun souvent entre la médecine d'urgence et l'anesthésie-réanimation. Donc, c'est Mehdi et Dr Yasmine qui sont interpellés. On est aux femmes, donc on va commencer par Yasmine, Dr Mehdi, si vous le permettez. D'accord, merci encore pour la parole. C'est vrai qu'il y a des points de convergence entre la médecine d'urgence et la médecine, enfin, l'anesthésie-réanimation, mais ce ne sont pas les mêmes spécialités. Voilà. L'urgentiste, il sera beaucoup plus dans la phase de stabilisation, les premières minutes, en tout cas, de contact avec le malade, que ce soit en pré-hospitalier, que ce soit en intra-hospitalier, il sera vraiment dans cette phase-là de premier contact. Et une fois qu'il a pu stabiliser le malade, il va le transférer en fait au spécialiste d'organes. Il arrive qu'on travaille avec les réanimateurs sur le terrain. D'ailleurs, dans notre équipe du SAMU, on a des réanimateurs qui travaillent en tandem avec nous. On peut dire que chez eux, c'est beaucoup plus poussé. Voilà. Alors que nous, on est vraiment focus sur ce côté stabilisation, alors que en réa, ils feront les investigations et voilà. Donc, en médecine d'urgence, c'est vraiment ce volet stabilisation du malade et transfert qu'il faut surtout voir. Le collègue pourra peut-être en dire un peu plus. Merci. Oui, donc Mehdi, si vous avez des éléments de réponse complémentaires.
Ok, merci Youssou pour la parole. Bah, comme elle a dit Dr Yasmine, c'est pratiquement ça. C'est que voilà, c'est une continuité, si on peut dire, des soins. Donc souvent, l'urgentiste, il prend en charge le malade en préhospitalier, il gère l'urgence et sur cela, il, euh, il adresse au réanimateur pour la suite de la prise en charge. Ne serait-ce, c'est un urgentiste, on peut même dire que c'est un réanimateur et vice-versa. Et que le réanimateur aussi, il a vraiment des bases assez... il a de bonnes bases en urgence et le vice-versa. Donc, un urgentiste, s'il n'y a pas de place en réanimation, ben, il va devoir garder le malade et ça le ça le force à devenir un réanimateur sur le long cours. Donc, si on voit surtout en Afrique, souvent dans les services d'urgence, on voit des malades intubés sous respirateur depuis 3 jours, donc faute de place en réanimation. Donc, je pense que dans notre contexte d'Afrique, c'est vraiment très, très proche, c'est très commun. Et parfois, on peut même trouver des réanimateurs travailler en étant des SMUR au SAMU en manque d'urgentistes. Donc, je pense que c'est vraiment très similaire. C'est la gestion des urgences, voilà, vitales. Et c'est comme l'a dit Dr Yasmine, c'est vraiment une continuité. Donc, oui, plus approfondi pour les réanimateurs, pour tout ce qui est gestion de la chronicité de la pathologie. Ça, c'est côté réanimation. Mais je pense que chaque réanimateur, il a un peu d'urgence en lui. Donc, voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup à nos deux intervenants pour ces éléments de réponse. Docteur Adélis, j'ai une question qui me tourmente la tête depuis un moment. On dit souvent que les Africains qui partent faire les stages associés ou bien, je sais pas, en Europe, surtout les chirurgiens, on ne les donne pas souvent la main pour pouvoir opérer. Est-ce que vous avez vécu cette expérience? Et aussi une question dans le chat qui va dans ce sens, il demande quel est le pays qui donne le plus de stages de perfectionnement qui est le mieux. Bon, pour le pays qui donne la formation lors du stage de perfectionnement le mieux, non. Je ne dirais pas qu'il y a un pays en particulier parce que si tu sors en fonction des différents pays, tu vas voir que tu vas toujours apprendre quelque chose de différent. Voilà. Et en fonction des techniques, ils n'utilisent pas les mêmes techniques chirurgicales qu'au pays, par exemple, la Tunisie. J'ai eu à faire la Tunisie où tu vas voir que les techniques chirurgicales varient d'un pays à l'autre. Et bon, pour la France, c'est vrai que ils sont un peu compliqués, ils n'ont pas confiance surtout aux Africains, surtout côté chirurgie, il va falloir que tu fasses tes preuves avant qu'ils ne te donnent vraiment un malade à opérer. Mais la Tunisie, on avait eu un hôpital qui était en partenariat avec notre département. Donc, là-bas, ils nous laissaient opérer les malades. Je ne sais pas si c'est bon. Ah, ok, d'accord. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces expériences. Docteur Yasmine, il y a une question qui vous concerne. Il demande quelles sont les modalités pour les probatoires en médecine d'urgence. Les modalités pour les probatoires, je pense que ça s'ouvre, le dépôt de dossier s'ouvre autour du mois de juillet. Il faut envoyer les dossiers. Je pourrais peut-être compléter par l'adresse à laquelle il faut envoyer. Il y aura une étude de dossier. Ensuite, les probatoires seront organisés et les gens pourront composer. En général, c'est mieux en présentiel, mais ces dernières années, on a vu qu'il y a une option quand même où on permet aux gens de composer en ligne, surtout pour certains pays comme le Cameroun, je pense le Niger également. Bon, voilà, ils peuvent composer en ligne au lieu de se déplacer. Et à l'issue des résultats, on va annoncer en tout cas le début des cours pour la cohorte suivante. Il demande aussi dans la foulée quels sont les modules pour les probatoires. Bon, les modules, c'est vraiment tout ce qui est urgence, comme je dis. Surtout les urgences médicales. Voilà, les urgences médicales, les urgences pédiatriques également. Voilà, tout ce qui est potentiellement létal pour un enfant, pour un adulte. Je dis ça enfin,
on va dire tout haut comme ça. Faudra pas, par exemple, passer à côté de la gestion des acidocétoses, faudra pas passer à côté des paludismes graves, en tout cas des pathologies qu'on rencontre dans notre pratique quotidienne dans nos contrées. Tout ce qui est urgence, tout ce qui est critique, en fait, tout ce qui est critique. Il n'y a pas vraiment beaucoup de questions sur tout ce qui est urgence gynéco et autres, mais les urgences médicales, la RIA, les urgences pédiatriques, ce sont les hyper sortables, comme on dit. Merci beaucoup, Dr. Yasmine, pour ces éléments de réponse. Donc, à présent, je pense qu'on a fait tour à tour les questions qui nous ont été adressées dans le rubrique chat. Nous allons remercier nos maîtres d'avoir bien voulu nous accompagner dans cette séance, à commencer par Dr. Adélis Kagambega, qui est spécialiste en neuro et chirurgie cervicale et faciale, cervico-faciale, qui est en même temps ancien interne des hôpitaux. Merci beaucoup, cher maître, d'avoir répondu présent à cette séance. Merci beaucoup de nous avoir donné votre temps et nous vous dirons des rendez-vous prochains, Inch'Allah. Donc, nous remercions aussi notre maître, Dr. Mehdi Esserkassi, qui descend d'une garde qui est assez rigoureuse en CTCV. Donc, il a bien voulu nous accompagner dans cette séance qui est en anesthésie et réanimation au sein de l'université Cheikh Anta Diop. Merci beaucoup, Dr. Mehdi, d'avoir bien voulu nous accompagner. C'est pas facile. J'ai été la caisse. On est dans le même bateau. Mais merci beaucoup d'avoir voulu nous accompagner. Et on se dit à très bientôt, Inch'Allah aussi. Merci aussi à Dr. Yasmine Milego, qui est médecin urgentiste au SAMU et qui est aussi détenteur d'un DU en médecine des catastrophes, qui son temps est assez important parce qu'elle est tout le temps appelée à intervenir en urgence. Merci beaucoup, Dr. Yasmine, pour cette chance, pour cet privilège que vous nous avez accordé afin de nous soutenir dans cette rubrique. Donc, à présent, avant de conclure, nous allons donner le mot à Dr. Prosper, qui est le représentant de chargé formation et recherche scientifique de Kaya Plus, pour formuler ces mots de fin. Dr. Prosper, vous êtes avec nous? Dr. Prosper? D'accord, donc on dirait que Dr. Prosper n'est pas dans cette séance. Est-ce que Dr. Melen est là? Bonsoir. Bonsoir, Dr. Melen. Donc, nous allons vous donner la parole pour formuler les mots de fin de cette séance. Vous avez la parole. D'accord, merci. Bonsoir à tous. Je pense que c'est une séance qui fut très enrichissante, les différents partages. Je pense que chaque intervenant a été assez explicite et de mon point de vue, en tout cas, des éléments de réponse ont pu être apportés justement à chacune des interrogations que nos participants avaient. Pour rappel, on est toujours cette communauté-là qui se veut déjà contributif dans tout ce qui est formation dans le domaine médical, et je pense qu'aujourd'hui cette séance a permis justement de renforcer les activités, et on remercie chacun des intervenants pour le temps qu'ils ont pu nous accorder ce soir et pour vraiment leur disponibilité et leur apport, parce que c'était vraiment un échange qui était très ouvert, très participatif, et franchement félicitations et merci à tous. Merci beaucoup, Dr. Melen, pour ces mots de fin. Merci encore à tous nos panélistes. Je suis parvenu finalement. Et aussi, merci à tous ceux qui ont bien voulu assister à cette séance. Merci beaucoup à Kaya Plus de nous avoir toujours donné cette chance d'assister à ces conférences. Donc, nous vous invitons à suivre Kaya Plus sur toutes ces plateformes, que ce soit sur YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, et ainsi d'autres, sur ces différentes rubriques. Donc, et nous vous dirons à très bientôt.